Il a fait des pieds et des mains pour être avec nous. Je remercie Monsieur Jean-Luc Di Paola Galloni, arrivé tout juste à Bruxelles pour cette nouvelle séquence. Une entreprise à la loupe, parce que nous aimons donner la parole aux jeunes, c'est ceux qui font le sel de ce groupe InSecu des 30 000 étudiants. Avec nous également pour ce face-à-face, Vanina Léandri. Elle est ingénieure issue de la majeure véhicule connecté autonome de l'ECE, notre école d'ingénieurs, et travaille actuellement dans l'IT. Également en connexion, Solène Hakoun, étudiante de la majeure objet connecté, réseau et services à l'ECE toujours, et elle est également présidente de Noise, c'est le nouvel observatoire des innovations sociales et environnementales. Merci à Joanne Bouise également de nous rejoindre parce que nous avons dans notre panel d'école INSEC Grande École et au Master Finance, vous allez voir, ils sont pas mal. Donc, les jeunes, d'abord, bienvenue, Monsieur Jean-Luc Di Paola Galloni. Merci pour votre temps. Et, chère Vanina, je vous passe immédiatement la parole. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un immense plaisir de pouvoir vous parler. Du coup, moi, ma question, c'était qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises parlent de développement durable, mais quels sont les engagements concrets que Valeo fait pour l'environnement? Très bien, bonjour. Bonjour à tous. Également, je souhaite dire que je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, grâce au train qui arrive à l'heure. Donc, c'est peut-être grâce aussi à d'autres collègues qui sont intervenus. Et tout d'abord, je remercie vraiment à la fois mes équipes de la communication et Fabienne Lissac et l'ensemble de l'organisation de l'INSECU et moi-même, je demeure partiellement un chercheur enseignant, donc je suis particulièrement sensible à s'adresser à la jeunesse qui construira le monde de demain. Et je sais combien elle est intéressée sincèrement par tous ces sujets d'environnement. Déjà, en un mot d'entrée, je dirais que Valeo, ça fait longtemps qu'on est dans le green making et pas dans le greenwashing. Pourquoi ? D'une part, j'occupe cette fonction depuis plus de 11 ans maintenant et que le développement durable chez nous, il est vraiment dans l'ADN parce que, autorisez-moi quand même ce petit contexte historique, même avant l'arrivée des hybrides et de l'électrique, le but d'un équipementier comme le nôtre, c'est de construire toujours à moindre coût et d'innover le plus possible pour sécuriser ses propres ventes auprès des constructeurs. Donc, si vous voulez, le réflexe à la fois capitalistique et environnemental, quand vous réduisez les produits, la masse, etc., il existait déjà. Aujourd'hui, c'est évident, nous allons prendre une part vraiment essentielle dans l'hybridation et l'électrification des véhicules, où nous allons adresser à peu près 30% du marché mondial, donc c'est absolument considérable. Et ceci a fait l'objet je dirais, grâce à notre président directeur général depuis plus de 10 ans, à des investissements extrêmement ciblés et mesurés qui ont, je dirais, même accompagné et même anticipé la réglementation qui était en cours, et notamment l'accélération, si vous remontez à quelques années, quand peut-être vous étiez au lycée, quand il y a eu à la fois les scandales du diesel et que d'une certaine manière, progressivement, les maires de toutes les grandes villes, de beaucoup de villes dans le monde, et notamment des pays développés, ont décidé qu'il fallait réduire, voire bannir un certain nombre de solutions qui étaient trop polluantes. Donc aujourd'hui, le groupe est extrêmement engagé dans cette transformation. C'est une transformation qui exige d'énormes investissements capitalistiques. Et au début de cette année, nous avons, après 6-7 mois d'études d'entre plusieurs départements, nous avons, je dirais, ouvert le champ sur le déclaratif de ce que nous allions faire, comme toutes les grandes entreprises, en matière de déclaratif de l'ensemble des scopes. J'espère que vous êtes familiers avec ce qu'on appelle les émissions directes, indirectes, les scopes 1, 2 et 3. Et en fait, Valeo, à l'heure où nous parlons, est le seul équipementier mondial
qui a fait ce travail sur cette décennie et jusqu'à 2050, où on veut atteindre la neutralité carbone. Alors ça, beaucoup d'entreprises le disent, mais en 2050, probablement peu des dirigeants seront encore en poste. Donc le vrai premier chemin, c'est de faire un gros chemin dans cette décennie. Le groupe s'engage à réduire l'ensemble de ses émissions d'au moins quasiment 50% d'ici à 2030. Et quand beaucoup d'autres disent qu'ils sont carbone neutral, uniquement sur les émissions directes, c'est-à-dire de scope 1 et 2 de consommation d'énergie dans les usines, nous, on ne se contente pas de ça, mais on inclut non seulement la chaîne des fournisseurs, ce qu'on appelle le scope 3 upstream, amont, et surtout le scope 3 downstream, où on a pris la totalité de notre portefeuille de produits et qu'on a passé au screening de qu'est-ce qu'il deviendrait d'ici moins de 10 ans. Et là où il faut qu'on fasse un progrès à la fois sur un isoproduit, c'est-à-dire un feu de signalisation, un projecteur de signalisation, un alternodémarreur, une pièce thermique en 2019, parce que c'était l'année de référence pré-Covid, comment serait-elle en 2030 à ISO type de composants? On fait déjà moins 15% d'équivalence CO2, mais surtout sur l'ensemble de notre portefeuille, où on a calculé avec la projection des flottes de véhicules, en tenant compte des réductions des véhicules particuliers, l'accélération de l'autopartage, la pénétration des nouveaux types de véhicules électriques comme les vélos électriques, les vélomoteurs électriques, les trottinettes électriques, etc., d'ici 2030, sur l'ensemble de notre portefeuille de composants qui adresseront toute cette transformation de flotte, eh bien, on arrive à moins 50% de CO2 évité. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme je le disais précédemment, comme le groupe Valeo est très engagé dans la décarbonation à travers l'hybridation et l'électrification, eh bien, on a un poids prépondérant sur le portefeuille de propulsion qui va de plus en plus vers cette électrification. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est le seul équipementier de rang 1 qui a fait ce travail exhaustif sur l'ensemble de son portefeuille, y compris sur des commodités comme les essuie-glaces qui ont moins d'impact sur le CO2, alors que bien d'autres n'ont pas fait cet exercice. Et ça a été évidemment validé par Science Based Target Initiative. Et nous sommes actuellement dans l'exercice d'une rédaction d'un rapport climat que nous allons délivrer d'ici quelques semaines, qui récapitule aussi tout ce travail de stratégie. Ça, c'est déjà, si vous voulez, un premier élément de réponse massif, quantitatif, et avec un peu d'historique pour comprendre d'où nous venons. Merci beaucoup. Les jeunes, je vous laisse la parole comme des grands. Donc, je crois que Solène, vous avez des questions. Vous souhaitez interroger ce grand directeur, cette grande société de l'équipementier Valeo. On vous écoute. Oui, merci. Donc, moi, j'ai une autre question. On sait que Valeo, c'est une entreprise qui a été récompensée de nombreuses fois pour sa politique RSE et développement durable par plusieurs organismes indépendants. Et donc, j'aimerais savoir quels sont les 3 principaux axes de votre stratégie à moyen et long terme donc pour réduire cet impact carbone dont on parlait juste à l'instant. Alors, je vais rentrer peut-être, grâce à votre question, un peu plus dans le détail. Déjà, première remarque, c'est gentil de nous dire qu'on a été récompensé. Évidemment, tout le groupe s'en réjouit, et moi en particulier. Mais si vous voulez, ce que j'aimerais vous faire remarquer aussi, c'est que tout ceci, je l'ai fait avec un travail journée après journée, mois après mois. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, Valeo, par rapport à toutes ces… D'abord, par rapport à ces index que vous avez cités, on est à peu près comparé par rapport, selon les index, entre 25 et 40 compétiteurs qui font une taille de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Lorsque moi j'ai pris ce poste, on était à peu près au milieu du gué. Et aujourd'hui, on est devenu effectivement numéro 1. Et c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est-à-dire que ces indices font un travail de screening, vraiment, ils scrutent point par point
à travers des questionnaires et des analystes indépendants extrêmement exigeants. Et pour nous, ça a été une occasion extraordinaire de nous améliorer en fonction de ce qui était demandé. Alors maintenant, je vais vous livrer quelques axes stratégiques en rentrant un peu plus dans le détail. Sur les émissions déjà directes, ce que nous comptons faire, c'est-à-dire sur tout ce qui se passe sur l'appareil de process industriel, et c'est là que je dirais un effort en intensité va être énorme. On veut réduire d'ici 2030 de 75% les émissions sur le scope 1 et 2. Ça veut dire que dans l'ensemble de nos usines, on va éliminer très rapidement et très intensément tout ce qui est énergie fossile pour un certain nombre de productions, par exemple liées à certaines fabrications lourdes, je pense notamment à certaines injections thermiques ou par exemple les boîtiers de vitesse qui dans la production sont quelque chose d'extrêmement lourd. On va réduire et éliminer très rapidement tout ce qui est fours à gaz qui sont très consommateurs d'énergie fossile et très émetteurs de CO2. Ensuite, on va de manière générale, et ça c'est la force, je dirais, de la culture industrielle chez Valeo, on va réduire aussi, et ça ce sont les équipes industrielles, toutes les, je dirais, les tâches dont on peut éviter la surconsommation d'énergie, en dehors du fait qu'elle ne doit pas être fossile. Et là-dessus, on a des leviers d'amélioration sur plusieurs sites, parce qu'on a à peu près presque 190 sites dans le monde, et on fonctionne vraiment par la carte de la leçon apprise, c'est-à-dire lorsqu'un site a eu une bonne idée, et tout ça, ça vient très souvent des opérateurs. Moi, je suis quelqu'un qui, certes, est au siège, je me suis très attaché à l'aspect bottom-up qui nous remonte de nos usines. Et lorsque des unités de production autonome nous formons telle ou telle pratique de production, on l'applique dans un autre continent, dans une autre usine, là où c'est possible. Et enfin, évidemment, sur l'énergie, on va se lancer à la fois en partie là où c'est faisable, je dirais géographiquement, c'est-à-dire dans des endroits qui sont relativement ensoleillés, beaucoup de renouvelables à travers des panneaux solaires. On va utiliser des éoliennes et là où on peut, on va utiliser en achetant des tickets, si vous voulez, d'énergie décarbonée, c'est-à-dire renouvelable, là où elle n'est pas présente dans le nucléaire, de plus en plus. Alors, comment on s'y prend en termes très concrets? C'est que ces tickets d'entrée d'énergie renouvelable, au jour d'aujourd'hui, sont relativement disponibles et ils sont coûteux de manière abordable. Plus vous tardez, plus la disponibilité va se réduire et les prix vont augmenter. Donc aujourd'hui, à la direction achat d'énergie, on prend des dispositifs extrêmement sérieux et mesurés qui anticipent les besoins d'énergie en fonction de notre croissance. Parce que, pour vous faire comprendre, et c'est là, je dirais, la passion et la difficulté dans tous ces sujets, c'est que vous devez réduire votre footprint de carbone tout en maintenant une croissance. Une entreprise, vous savez, concrètement, capitalistiquement et socialement, elle est là pour croître et maintenir et développer de nouveaux emplois. Donc, tout en réduisant toute cette empreinte CO2, il faut augmenter. Ensuite, pour le scope 3, qui est très essentiel, la partie amont sur la chaîne de valeur, on va travailler avec l'ensemble des fournisseurs pour les aider à faire réduire leurs émissions. Et là-dessus, on s'engage à un horizon de moins 15% sur, vous vous rendez compte, des milliers de fournisseurs. Alors évidemment, on va travailler intelligemment avec ceux qui représentent un gros volume, à la fois d'achat et d'impact carbone. Et vous avez là des fournisseurs d'un niveau très varié en fonction de la commodité, que ce soit des métaux, que ce soit par exemple l'électronique, sur lesquels, avec les semi-conducteurs, on va devoir travailler à ce qu'ils réduisent non seulement eux aussi leur process industriel et qui deviennent carbone neutres dans leurs usines, mais surtout que leurs produits, leurs gaufrages, leurs puces électroniques, on puisse les, je dirais, dissocier, recycler et avoir une baisse d'équivalent CO2 à leur niveau de produit quand ils nous les vendent et qui correspond à ce scope 3 amont.
Et enfin, sur notre scope 3, je dirais aval, qui est celui où on a cette force parce que nos produits ont l'avantage d'éviter des émissions de CO2 lorsque vous passez d'une propulsion à moteur thermique à une propulsion hybride ou électrique. Eh bien, là-dessus, évidemment, on croit beaucoup, et c'est notre force, c'est vraiment le credo de Valeo, d'être un des groupes extrêmement innovants. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, on avance de génération en génération, année après année, cycle d'innovation par cycle d'innovation. Chaque type de famille de produits va être toujours réduite en masse, en quantité de produits qui sont, on va dire, intenses en équivalence CO2, et y compris de matières qui sont dérangeantes d'un point de vue environnemental, si j'oublie un instant juste purement le focus CO2, mais tout ce que l'on va faire en termes de recyclage, réduction de matière et réduction, par exemple, de matières difficiles à extraire ou à recycler. Et je pense aussi à des terres rares ou des particules rares telles que les aimants. On va avoir une stratégie extrêmement, je dirais, ciblée pour que d'ici à 2030, on soit de plus en plus vertueux sur ce champ-là. Et également sur ce qu'on appelle en process industriel le remanufacturing, c'est-à-dire la réutilisation de produits, de composants lorsqu'ils sont mis à la première monte et utilisés éventuellement, quand c'est le cas, à la deuxième monte, et qu'on peut récupérer par des cycles de vie au moment où le véhicule final va à la casse, et quand on le désosse, on peut récupérer certains composants que nous, on peut remettre à neuf en utilisant une grosse partie de la matière. Donc voilà pour vous donner quelques axes et des exemples. J'espère que je suis rentré suffisamment dans le concret pour vous faire toucher du doigt un petit peu quel est je dirais, le travail vraiment considérable et très complexe que nous allons entreprendre. C'est parfait, merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes les questions qu'on n'aura pas le temps de poser, donc merci beaucoup. Alors, je crois que Johan avait un intérêt encore. C'est pas fini. Oui, bonjour. Pour le coup, je vais profiter des minutes qui restent. Moi, je voulais surtout, quand on se renseigne sur Valeo, on se rend compte que c'est une entreprise qui a une grande capacité à innover, à investir, notamment en recherche et développement durable. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu. Elle est l'une des premières entreprises en France en termes de dépôt de brevets, donc avec une moyenne allant de 1000 à 2000 suivant les années. Et justement, je voulais savoir quelles sont les innovations de Valeo pour rendre les véhicules de demain moins polluants et plus intelligents. On en a parlé un petit peu avant, mais ça serait pour rentrer un peu plus dans le détail. D'accord, volontiers. Alors peut-être là aussi un petit mot de contexte aussi pour que vous nous resituez justement sur l'innovation avec quelques chiffres et quelques positionnements, d'ailleurs qui viennent de tomber. Ma collègue de la propriété intellectuelle et industrielle vient de nous le reconfirmer. Ça fait depuis plusieurs années effectivement qu'on est dans le palmarès des top 3 des sociétés les plus innovantes en France, mais surtout on a eu le palmarès cette année, on y est très attaché à être le groupe français, on est numéro 1 des innovations dans le monde, en Europe et dans le monde. C'est-à-dire que l'ensemble des équipes de recherche dans le monde déposent des brevets en fonction de notre intérêt de marché, de positionnement de marché sur l'innovation au niveau mondial. Et ça, c'est très important de le remarquer parce qu'aujourd'hui, quand vous servez et vous avez comme client l'ensemble des clients constructeurs dans le monde, il est très important d'apparaître innovant dans chaque région du monde en fonction de chaque culture de marché de mobilité là où vous êtes. Et l'autre chose, ce qui est très important, c'est qu'on est un employeur absolument essentiel pour vous, d'un nombre invraisemblable d'écoles d'ingénieurs et de techniques de tout niveau. Moi, je tiens énormément à cette diversité à la fois des formations des écoles et des métiers, et notamment très innervé dans beaucoup de régions françaises, et y compris je dirais, dans des régions un peu plus reculées des très grandes métropoles. J'aime à citer de temps en temps ce que l'on fait avec l'école de plasturgie d'Issoire, et pas que Mines, Polytechnique ou Estaca et d'autres. Et ça, c'est un vrai credo du groupe. Et les régions et les départements, ils sont très, 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 très sensibles. Alors, je vais répondre à votre question pour vous donner des champs d'exemples d'innovation. Alors,
si je prends des exemples, si je vais dans le dur, si je puis dire, dans les choses les plus marquantes, j'ai évidemment beaucoup insisté sur l'aspect de la propulsion parce que, évidemment, c'est l'aspect, je dirais, roi sur un impact direct sur l'électrification. Bah, c'est clairement une approche qu'on a eue du 12 et maintenant 48 volts, c'est-à-dire que Valeo est au cœur des innovations du moteur électrique à destination des véhicules urbains. Aujourd'hui, vous en avez un exemple dans un véhicule qui est très nouveau et qui va intéresser tous les marketeurs, y compris vous, les citoyens, les jeunes, etc., qui est L''Ami, hein, l'ami comme The Friend, de Citroën, qui est une sorte de smart en plus cheap, no frills, comme on dit en anglais, sans froufrou et fioritures, mais qui coûte très peu cher. C'est-à-dire qu'on a voulu tendre le cou à ceux qui disent que le véhicule électrique, c'est cher. Ça coûte à peu près 6 000 € et avec une trentaine d'euros par mois pour l'entretien et la recharge. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a des nouvelles gammes de véhicules électriques qui utilisent nos systèmes de propulsion. Et ça, c'est un vrai majeur. Mais on fournit, y compris ce 48 volts, et dans toutes les nouvelles générations de Golf de Volkswagen, pour vous citer un autre client. Et vous voyez la massification que ça a, Volkswagen, qui est l'un des plus gros constructeurs dans le monde avec plusieurs marques. Si je sors de ces véhicules urbains et si je monte dans le moyen ou plus haut de gamme, même réflexion, Valeo va être, grâce à sa joint venture qu'on a avec Siemens, va adresser un haut voltage pour des véhicules plus puissants et plus importants. Et c'est très important aussi quand on est loin des villes pour assurer une meilleure autonomie. Si je m'éloigne mais je peux inclure encore dans la propulsion ce qu'on est en train de faire avec les boîtiers de vitesse électriques pour les prochaines générations. On a signé un très gros contrat avec un constructeur, là aussi de renom, et ça va assurer vraiment un business tout à fait intéressant et je dirais une vraie transformation pour un métier comme les boîtes de vitesse qui était beaucoup plus lié au départ au moteur thermique. Merci. Pardonnez-moi, je vous laisse finir. Oui. Si je vais dans le thermique, par exemple, Valeo est un vrai grand acteur du thermique et on a des solutions thermiques qui réduisent de 50% la consommation d'électricité. Vous savez que lorsqu'on se plaint de l'autonomie d'un véhicule électrique, bah, c'est surtout parce qu'on utilise des fonctionnalités électriques autres que pour bouger. Et notamment se chauffer ou mettre de l'air conditionné l'été, c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur. Et Valeo a fait faire des progrès à l'ensemble des véhicules considérables, jusqu'à des moins 50% par exemple en hiver, avec ce qu'on appelle le flex heater, c'est-à-dire un chauffage flexible à l'intérieur des véhicules. Mais je finirai vraiment en 10 secondes en disant que moi je suis très attaché aussi à toutes les innovations de produits, même qui réduisent de 4 ou 5 grammes de CO2 par kilomètre, que vous trouvez dans l'éclairage, adapté toujours aux nouvelles générations plus électrifiées, et y compris dans les essuyages, lorsque vous avez des réservoirs à liquide d'essuie-glace qui sont allégés, vous avez des bras d'essuie-glace allégés, des nouveaux types de moteurs d'essuie-glace qui sont plus performants et qui sont moins consommateurs. Donc, dans chaque niveau de produit, il y a cette obsession d'aller vers une meilleure empreinte environnementale. Merci infiniment, Jean-Luc Di Paola Galloni. Je vous invite à poursuivre la discussion sur les essuie-glaces, les moteurs. J'adore ça. À la rentrée en physique, puisqu'il y a une détente sanitaire, hein, j'ose le dire comme ça. Bien volontiers. Je remercie les jeunes qui restent avec nous et merci encore de votre temps pour Valeo qui a bien voulu ouvrir le bal de cette nouvelle séquence.